Non, ça va. Je me sens pas trop, pas trop en forme là. Début de l'hiver, ça se rafraîchit. On a l'impression qu'on feignasse un peu au lit là quand même ces derniers temps là. Hein? Est-ce que c'est la grande forme? Non. Bon, ça peut aller, allez, on va dire. On est le 29. Ouais, 29. 29 octobre. Le 1er novembre. Ce sera le... Ben, on a la chance, on a un jour férié mercredi là. Mercredi prochain. On va pouvoir se reposer ou faire quelque chose. Enfin, ce sera là tout ça. 2023. Pas grand chose à dire. Je me suis pris une petite bière, tranquillou. Je sais pas si j'ai envie vraiment de faire une vidéo ce soir. Juste un petit peu de gameplay. Un petit peu de gaming, on va dire, sur Trackmania, pour ne pas changer. Les graphistes font des efforts, hein, quand même. Ah, nouveau skin prestige. Encore un skin prestige. Eh ben, décidément. Je suis assez fort, faut le reconnaître. Bon, je garde toujours mon vieux skin. Hein. Ma vieille skin, que devrais-je dire peut-être, je ne sais pas. Putain, en fait, l'or me bat pas. Hein. J'ai vraiment moyen de passer ça, quoi. De passer assez bien. Il y a moyen. Il y a complètement moyen de passer tout ça avec brio. Comment ça, je fais que... Bah, d'accord, je bats pas l'or, mais je fais quand même mieux que ce que j'ai fait. Vous pouvez me quand même gratifier d'un truc. Vous avez remarqué le setup, là? Bon. Il y a quoi? Il y a quoi de nouveau? J'ai changé l'éclairage un peu. Changé le layout et tout. Maintenant, on est plutôt en intérieur. On est plutôt en intérieur. Le petit bonhomme est devenu plus petit qu'avant. Il y a toujours une batte de baseball. Il y a... Ah oui. Le canapé est arrivé là. Il y a une porte derrière. Il y a quoi? Il y a un Wanted là qui est arrivé aussi. Le cacodémon est beaucoup plus visible. On est plus sur un plan resserré. Et l'écran de visualisation est beaucoup plus loin. Je ne sais pas si cette vidéo présentera un intérêt. J'ai tenté de faire une vidéo de gameplay sur Doom. Ça, j'ai avancé un peu plus que d'habitude, mais c'était pas fantastique. Et bon, voilà. En fait, l'objet un petit peu de la vidéo ce soir, c'était... On est quand même à 3 minutes, hein, j'ai toujours pas démarré le... Toujours pas commencé à causer. L'objet de la vidéo, c'était au départ de parler de l'affaire Ranucci. L'affaire Ranucci, attention, c'est ancien. Donc dans un environnement ici enquête, vous voyez, puisque là j'ai mis mon... J'ai mis vraiment, enfin, un setup là qui ressemble à un bureau d'enquêteur, vous voyez. Ce sera ça maintenant. Je suis en or. Hein. Ah non, je suis pas en or. Bah quoi? Améliorer? Non, on va pas améliorer ça. Je suis toujours en argent. Bon, c'est pas grave. Allez, tac. Ouais, donc le setup c'est un petit peu enquête et tout, etc. Vous voyez le Wanted. Bon, la musique c'est pas vraiment adapté. Je sais pas quoi faire, quoi, parce que la musique ça reste lo-fi et puis bon, il y a l'environnement gaming et tout ça, donc c'est sûr que c'est difficile de parler de sujets graves dans un tel environnement. Et pourtant, bon, bah, c'est vous qui l'avez demandé. Hein. Et là, le sujet, il est extrêmement grave. L'affaire Ranucci, c'est une affaire qui a soulevé les passions dans les années 70, vous voyez. Ça se passe en 1974. Enfin, ouais, l'affaire commence en 1974. Voilà. On est à Marseille, le 4 juin pour être précis, 1974. Donc, bon, une belle journée. Et 2 enfants jouent dehors. Marie-Dolores Rambla et son petit frère.
Marie-Dolores a 8 ans. Et son petit frère a peut-être 6 ans, quelque chose comme ça. C'est assez imprécis, hein, je suis désolé. Une fois de plus, j'ai pas assez étudié mon affaire. Ça va être de mémoire. Donc, ils jouent tous les deux quand tout à coup, un homme surgit à leur hauteur, comme ça, dans une voiture en fait. Il s'avère que c'est peut-être une Simca, peut-être une Peugeot 204, on sait pas trop. Enfin, les témoins arrivent pas très clairement à situer la voiture dont il s'agit. Toujours est-il que cette voiture s'arrête à leur hauteur, et puis il y a un homme qui conduit, et qui leur demande en fait... qui leur fait une demande un peu surprenante. Voilà, il a perdu son chien, figurez-vous. Un chien noir. On ne sait pas quel type de chien exactement, mais de toute façon, c'est un prétexte, en réalité. Il n'a rien perdu du tout. Il est là pour chercher autre chose que son chien, visiblement. Mais ça, les enfants, à leur âge, ils veulent rendre service. Ils sont contents de rendre service. Surtout un chien, quoi. Un petit chien, vous vous rendez compte ? Et donc l'inconnu s'avère qu'il est relativement jeune, il présente plutôt bien. Enfin en tout cas il inspire confiance. Et puis Marie-Dolores, enfin il s'adresse plutôt à Marie-Dolores en lui disant que voilà, le mieux ce serait que elle monte dans sa voiture pour l'aider à chercher en voiture le chien, pendant que le petit frère lui il va faire le tour du pâté de maison à pied, hein. Et puis ensuite on se rejoint ici quand on a trouvé ou au bout d'un certain temps. Donc le petit garçon il part de son côté. Marie-Dolores elle monte visiblement sans hésitation dans la voiture de l'homme. Et à partir de là, le petit frère, après avoir fait le tour du pâté de maison, revient à l'emplacement. L'emplacement en question, c'était devant l'immeuble où ils habitaient, hein, les enfants, quoi. D'accord, avec leurs deux parents. Deux parents immigrés espagnols, qui parlaient d'ailleurs pas très bien français, hein, d'après les documents de l'époque, voire très peu français. Donc peut-être pas immigrés depuis si longtemps. Enfin, en tout cas, première génération. Pour celle-ci. Le petit frère revient. Et puis, il réalise que sa sœur n'est pas là, que l'homme n'est plus là non plus. Et il s'avère que là, c'est la dernière fois qu'il la voit, qu'il la voyait. C'est quelque chose qu'évidemment il regrettera toute sa vie. Cet instant où il l'a laissé partir, il n'a pas... Mais qu'est-ce que vous vouliez qu'il fasse, quoi? Qu'est-ce que vous vouliez qu'il fasse, ce jeune garçon? Donc, ce qui se passe à partir de là, c'est que le père rentrait du travail. Il était 11h, c'était un 4 juin, il était 11h, peut-être 11h20, quelque chose comme ça, vous voyez. Le père rentrait ensuite du travail, peut-être pour sa pause de midi, je ne sais pas. Et donc, il commence à chercher Marie-Dolores. Donc le petit frère raconte ce qui s'est passé, l'homme, et puis je pense que le père comprend assez rapidement qu'en fait sa fille a été enlevée. Donc là, il y a une première, il y a tout de suite ça part au commissariat pour un dépôt de plainte et puis pour qu'on démarre l'enquête très rapidement, parce que dans ce genre d'affaires, il s'agit vraisemblablement d'un enlèvement. C'était pas dans les années 70, il y avait des choses comme ça quand même. Bon, les gens étaient quand même au courant
et n'était pas trop naïf et se rendait bien compte de ce qui se passait. Hein. Il y avait déjà eu des affaires comme ça, assez fréquemment. Et pareil, ils s'en prennent aux enfants par la ruse. Hein, ici, un chien. Un chien soi-disant perdu. Donc, le souci, alors on va essayer d'accélérer un petit peu les choses. En parallèle de ça, la même journée, il y a le même soir en fait, deux époux, les époux Lambert, se présentent au commissariat et disent qu'ils ont assisté à, comment dire, à un accident de voiture dans lequel le conducteur a fait un délit de fuite. Donc ils disent voilà, on était alors à tel carrefour, c'était pas très loin justement de Marseille. Et puis une voiture, là qu'ils arrivent à décrire assez précisément, il s'agissait je crois d'une Simca, quelque chose comme ça, et qui correspondait finalement à la voiture que d'autres témoins avaient vue à l'occasion de l'enlèvement. Donc une Simca se présentait à un carrefour, et puis en roulant vite, grille le carrefour et se fait percuter par une autre voiture. Et la Simca ne s'arrête pas. Et les époux Lambert, c'est pas ceux qui ont été accidentés, mais ils ont été témoins de l'accident, se sont mis à poursuivre la Simca qui, décidément, avait l'air assez peu préoccupée de cet accident qu'elle avait quand même causé. Donc ils la poursuivent pendant quelques temps, et puis la Simca s'arrête sur le bord d'un talus, et un jeune homme en sort, et comment dire, les époux Lambert disent, il est monté sur le talus, on lui a parlé, on lui a dit revenez, on veut juste parler vis-à-vis de l'accident, savoir si tout va bien, etc. Et puis les époux Lambert, dans un premier temps, dans leur déposition, disent que l'homme tenait un paquet dans les mains, quelque chose d'encombrant, et qu'il montait sur ce talus et qu'il n'a pas voulu, il avait l'air paniqué, il n'a pas voulu, il n'a pas voulu faire demi-tour, quoi. Puis après, ils ne l'ont plus revu, et puis ils sont eux-mêmes partis, les époux Lambert, pour aller notamment parler de ça au commissariat. Ils ont dit à plusieurs reprises de revenir. Ça, c'est embêtant, ce témoignage, parce qu'il est fait avant que les époux Lambert... Enfin, c'est embêtant et en même temps, c'est embêtant parce qu'ils décrivent pas précisément en réalité ce qu'ils ont vu ce jour-là. Alors qu'il faisait plein jour, hein. On était peut-être sur les coups de... Je vous dis, sur les coups de 11h, midi, quelque chose comme ça. Et on était un 4 juin, il n'y a pas aucun problème de visibilité. Et ils ont dit que entre ses mains, il y avait un paquet, ou quelque chose comme ça. Ils n'ont pas été très clairs sur ce qu'il faisait exactement. Donc ils déposent plainte, ils ont relevé la plaque, et on retrouve qui est le propriétaire de cette plaque. Il s'agit d'un certain Christian Ranucci. Voyez-vous ? En parallèle de ça, à la radio, on commence à annoncer l'enlèvement d'une fillette sur Marseille. Et les époux Lambert ont connaissance de ça, prennent connaissance de ça. Ils voient l'heure à laquelle ça s'est passé. Et à ce moment-là, je crois que c'est comme ça que ça se passe, ils se ravisent et retournent au commissariat et disent bon écoutez voilà, en fait c'est pas un paquet qu'il portait, mais en fait il tenait une petite fille par la main et il est monté sur ce talus. Là évidemment, le dépôt de plainte prend une toute autre tournure. Parce que les gendarmes font immédiatement le rapprochement avec l'enlèvement de la petite Rambla, Marie Dolores. Les gendarmes ou la police. Allez, je vais dire les gendarmes. Je ne sais pas si c'est les gendarmes ou la police. Je crois que dans ce cas-là, on parle du commissariat, donc c'est la police. Mais bon, je préfère dire les gendarmes. Donc, je crois que le lendemain matin, les gendarmes convoquent
convoque le propriétaire de la voiture qu'ils ont repéré sur la fiche. À l'époque, on n'avait pas encore le FNAEG, mais on avait quand même un fichier des immatriculations. On pouvait savoir qui conduit quelle voiture. En 1974. Et donc, ils vont le cueillir pour une audition. D'abord en lui disant, bon, écoutez, il y a délit de fuite, c'est pas très clair. Donc il se présente, pensant qu'on va l'interroger pour ce délit de fuite et l'accident. Et puis les gendarmes en fait se doutent qu'il y avait autre chose que ce délit de fuite, que ça cachait quelque chose, et commencent à l'interroger sur l'enlèvement de la petite, s'il était au courant, si éventuellement il était impliqué, qu'est-ce qu'il faisait dans ces heures-là, etc. Bon, ils y vont de manière, comme d'habitude, assez... pour ne pas trop éveiller les soupçons de l'accusé tout de suite, mais quand même pour lui faire comprendre rapidement que le mettre dans un état de stress suffisant pour qu'ils se disent, mince, ils ont peut-être des éléments contre moi, et donc il va falloir essayer de... Oui, ils vont pas lui dire tout de suite tous les éléments qu'ils ont contre lui. Et les témoignages et les choses comme ça. Ils vont commencer par le laisser parler et juste lui indiquer, voilà, on aimerait que vous nous parliez de ça. Qui donne sa version. Savoir si ça va corroborer avec les autres et s'il aura une explication ou s'il va nier purement et simplement les faits. C'est surtout ça, quoi. Enfin, les choses dont les autres ont été témoins. Donc très rapidement, l'histoire du délit de fuite suite à l'accident, ça devient absolument mineur dans cette affaire. Bon, bref, il finit par suite à la confrontation. D'abord, il a une confrontation avec le petit frère, dont j'ai oublié le nom. Et le petit frère ne le reconnaît pas. Le petit frère aussi, qui pourtant connaissait bien les voitures, c'est un passionné des voitures. Vous me direz, à son âge, je crois qu'il avait 6 ans, peut-être 7 ans, c'est quand même très jeune. Et il a confondu avec un autre modèle de voiture qui ressemblait quand même pas mal à la voiture que Christian Hanoussi conduisait. Mais il n'a pas reconnu, surtout le plus problématique, c'est qu'il n'a pas reconnu l'homme qui conduisait. Il n'a pas reconnu Christian Hanoussi. Par contre, les époux Lambert, eux, reconnaissent l'accusé de manière très formelle. Ensuite de ça, Hanoussi reconnaît, oui, il était avec... il reconnaît le fait, il était avec la petite. Et puis surtout, les époux Lambert disent, bon, bah écoutez, il s'est arrêté là, il est monté sur le talus, et puis il est passé de l'autre côté, donc ce serait bien d'aller fouiller là. Les gendarmes sont allés fouiller à l'endroit en question, et ils ont retrouvé le corps de la petite fille assassinée à coups de couteau. Et ça, suite à la confrontation avec les Lambert qui le reconnaissent, Christian Hanoussi reconnaît l'enlèvement. Évidemment, la reconnaissance des faits se fait très progressivement. Dans un premier temps, il ne l'a pas tué, c'est pas lui. Et puis dans un second temps, bon, d'accord, et puis voilà quoi. Mais les éléments sont reconnus très 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 progressivement. Mais ça finit par se faire. Il finit par reconnaître. Il finit par y avoir une reconstitution. Alors, ce qui est dommage, c'est que là, on est dans l'affaire criminelle, mais l'aspect psychologique, on ne l'aura pas tellement. Hein. C'est vraiment l'enquête, ici. C'est assez technique. Et donc, bon, lui ne reconnaît pas tous les éléments et toutes les choses que les enquêteurs découvrent. Quels sont les éléments que les enquêteurs découvrent ? Il y a ce témoignage des Lambert dans un premier temps, qui évidemment est absolument décisif. Parce que le témoignage du petit frère, lui, il n'est pas très probant, malheureusement. Il n'est pas très probant. Et s'il y avait eu que le petit frère à pouvoir témoigner dans cette affaire,
il n'y aurait pas eu grand-chose. Christian Anouti, en fait, il est relativement jeune. Hein. Il est très jeune. Il a une vingtaine d'années, vous voyez. Vingtaine d'années, vivant chez sa mère. Représentant de commerce. Il porte des lunettes. Plutôt fin. Et puis... un type... c'est difficile à percevoir. On n'a pas eu tellement d'études sur sa personnalité ou quoi que ce soit, véritablement. C'est surtout ses avocats qui ont été très médiatiques. Il y a eu Gilbert Collard, il y a eu Lombard, hein, parmi ses avocats, qui ont plaidé différentes choses. Certains, l'un a voulu plaider l'innocence, les autres les circonstances atténuantes. Il se trouve qu'en cette année 1974, le risque encouru pour ce genre de crime, c'est la peine de mort. Évidemment, il s'agit de ne pas se tromper. Pas se tromper sur la personne, évidemment. Donc toute la question, ça a été dans un premier temps, évidemment, étant sûr que c'est lui. Alors, lui finit par reconnaître les faits quand même. Je veux dire, tout l'accable. Il reconnaît l'emplacement, il dit l'emplacement du couteau qu'il a planté dans un talus un peu plus loin. Et ils l'ont retrouvé grâce à un détecteur de métaux. Donc là, quand même, quand vous retrouvez un couteau dans un talus avec un détecteur de métaux, suite aux indications du meurtrier, là, c'est difficile de trouver une explication autre que la culpabilité, quoi. Parce que l'arme du crime est trouvée planquée sur ces indications, c'est pas possible, quoi. Il ne peut pas y avoir d'autres explications. Évidemment, le fait d'avoir été reconnu par les époux Lambert. Il y a eu un épisode aussi qui s'est produit, c'est que parce qu'il s'est fait quand même pas mal avoir. Je crois que si les époux Lambert ne l'avaient pas poursuivi, qu'est-ce qu'il aurait fait? Est-ce qu'il aurait laissé repartir la petite Dolores Rambla? On ne sait pas. Est-ce qu'il l'aurait assassiné? Il avait quand même un couteau dans ses affaires, hein, ce garçon, quoi. Il avait quand même prévu... peut-être prévu de s'en servir quand même, à un moment donné. Et c'était avec son véhicule de représentant de commerce quand même, malgré tout. C'est étonnant. Je me demande pour quelle entreprise quel type de commerce il représentait. Pas beaucoup d'explications. En fait, cette histoire, elle est surtout assez... il y a eu beaucoup de rebondissements parce que dans un premier temps, effectivement, bon, je vous le fais assez rapidement, il est condamné à mort. Il est condamné à mort. Il fait une demande de grâce au président de la République, qui était Valéry Giscard d'Estaing à l'époque. Ça nous projette là, finalement, au procès qui se déroule du coup, je crois, en 1976. Ça se déroule assez tard. Il est emprisonné. Il n'est pas particulièrement bien vu dans sa prison. Hein. Les assassins d'enfants, ils sont pas choyés par ses camarades. Un petit record en or, c'est très correct. Je crois bien que le coiffeur lui a même coupé l'oreille en partie, vous voyez, il a vraiment fait du dégât. Et lui se plaint de ça à sa mère, en fait. Il envoie des lettres à sa mère pour expliquer qu'il est maltraité, qu'il est mal vu, etc., etc. Et qu'il est innocent, hein, surtout. Il ne faut pas croire ce qu'on dit sur lui, s'il a rien fait. J'aime pas trop cette map là. C'est un peu chaud là. Je sais pas comment je vais m'en sortir. Je crois bien que je suis obligé de rouler de travers un peu. Donc bon, il est pas... voilà.
Enfin bon, il a tué une enfant, quoi. Il a tué une enfant, et c'est la peine de mort qui s'applique. Ce qui s'est passé, c'est que son recours en grâce auprès de Giscard n'a pas été accepté. Giscard a écrit une lettre relativement laconique en disant « Laissez la justice poursuivre son cours » ou quelque chose comme ça. Ça veut dire ouais, tu vas être raccourci. Malgré les requêtes de ses avocats. Aucun de ses avocats n'a plaidé l'innocence en réalité. L'intime conviction de... Aucun n'a vraiment donné son intime conviction. Voyez. Il y a juste Lombard, à un moment donné, qui témoignait. C'était en fait entré l'accusé. Comment il s'appelle Ondelat lui dit quelle est votre conviction, maître? Et il dit écoutez, moi, la conviction, difficile à dire. Mais je peux vous dire une chose, c'est que quand je suis arrivé dans la salle, effectivement, lors de la garde à vue, Christian Ranoussi se tenait la tête dans les mains et il disait, quand on lui présentait toutes les preuves de sa culpabilité, il pleurait en se tenant la tête et disant « C'est moi, c'est forcément moi ». Voilà. Donc, est-ce qu'un innocent dirait ça? Il n'était pas idiot. C'était pas un demeuré, c'était pas Dils. Vous voyez, Patrick Dils, ou... Non, comment il s'appelait? Ouais. Patrick Dils. Je vais jamais y arriver, cette map. Hein. Ça m'énerve. Comment il fait, le champion du monde, lui? On va le regarder un petit peu. On va regarder sa manière de faire. Oh, qu'est-ce que j'aime pas, c'est les trucs là. Ah, mais lui, il passe crème après. En fait, faut... Ouais. Donc, je crois qu'aucun de ses avocats ne croyait en l'innocence de ce garçon. Pour être très sincère. Personne ne croyait à son innocence, c'est évident. Bien sûr, c'est lui, c'est forcément lui. Qui d'autre? Pourtant, il présentait bien ce jeune homme au départ. Hein, il avait pas l'air méchant. Pas plus que ça. Est-ce qu'il aurait tué si les époux Lambert ne l'avaient pas gêné à le poursuivre comme ça suite à ça? Il l'aurait violée certainement. Et difficile à croire qu'après un viol, il va la laisser repartir. Peut-être qu'il s'est dit, bon, bah ces étrangers, ils parlent pas français, ils oseront pas. Elle n'osera même pas porter plainte, personne m'a vu, personne m'a reconnu. Voilà. Peut-être qu'il s'est dit qu'il s'en sortirait, quoi. Et que de fait, il l'aurait pas tué. Et avec des si, hein, on mettrait Marseille en bouteille. Il y a eu d'autres témoignages plus tard qui disaient qu'il était abonné à des revues pédophiles et des choses comme ça. Ou vous savez, il y avait des groupes comme ça. Ça existait dans les années 70. Vous avez Cohn-Bendit, par exemple. Il y a une fameuse scène de Cohn-Bendit comme ça où on voit vraiment que c'était bien. C'était, vous voyez, la pédophilie, c'était vraiment normal, quoi. C'était quelque chose de normal, de cool. Voilà. Et que ça faisait partie de la libération sexuelle. Des Cohn-Bendit, vous avez... comment il s'appelle l'autre aussi, là... l'écrivain, là. D'ailleurs, il y a un film qui est là-dessus qui s'appelle Le Consentement. Qui parle de cet écrivain, là. Je sais plus comment il s'appelle. Matsev. Vous voyez, qui se vantait de ça, en fait, en réalité. Donc Ranucci, il y a eu un élément aussi. On a retrouvé quand même un
un pantalon taché de sang dans sa voiture. Et Ranucci a reconnu que c'était bien le pantalon qu'il portait ce jour-là. Et c'est probablement le sang, enfin c'était le sang de Marie Dolores sur ce pantalon. Que il s'est embourbé à un moment donné avec sa voiture. Ah, c'était peu de temps après le crime. Hein. Il va planquer sa voiture dans une champignonnière, figurez-vous. C'était une espèce de cave ou un truc comme ça, quoi. Une espèce de cave, pas une cave, mais un tunnel comme ça, où a priori on fait pousser des champignons comme ça à l'ombre et dans un environnement un petit peu humide. Donc bon, voilà. Et là-dedans, il a embarqué sa voiture là-dedans, qui s'est embourbée. Il a demandé l'aide d'un agriculteur du coin, lequel agriculteur l'a aidé à pousser sa voiture. Et là encore, on voit qu'on a un amateur quand même. Un amateur entre guillemets, quoi. C'est-à-dire que c'est pas un habitué du crime, c'est pas un serial killer. Parce que là, il commet pas mal de fautes. On va dire. Ça devait être... Je pense que ce jour-là, il avait pas prévu de tuer. Mais il avait prévu d'enlever. Il avait prévu d'enlever. Oui, ça c'est certain. Il s'était organisé. Et c'était peut-être pas la première fois, en fait, qu'il enlevait. Mais après, on n'a pas eu de témoignages non plus. D'autres témoignages de personnes enlevées, qui auraient été potentiellement enlevées par lui. Et puis ramenées à bon port, on va dire, quoi. Peut-être aussi que il a pu être encouragé par ses lectures de l'époque, puisqu'il était abonné, enfin en tout cas il faisait partie de ces gens qui avaient des échanges, oui c'est ça, sur des revues pédophiles. Ce qui se faisait à l'époque, hein, dans les années 70. Hein. Même dans le journal Libération, il y avait des annonces, je crois, qui passaient dans Libération. Vous imaginez un peu, quoi. Le journal Libération, la honte, quoi. C'est vraiment... Si, c'est connu, hein, ces choses-là. Et voilà, dans les années 70, quoi. Donc, en 1976, il est emprisonné, Giscard refuse sa grâce, et un beau matin, à la prison des Baumettes de Marseille, justement, il est exécuté dans la cour, guillotiné. En présence de ses avocats. Alors ça doit faire un choc là aussi. Il faut quand même supporter ça. Et bon, il y a eu des bouquins qui ont été écrits, des bouquins surtout contre la peine de mort, en réalité. C'est plus le procès de la peine de mort que le procès pour la mémoire de la petite fille assassinée. On a encore un fait quand même... un fait, comment dire, marquant, enfin en tout cas qui plaide pas en sa faveur, c'est que, comment dire, c'était une famille d'immigrés, vous voyez, qui vient en France pour essayer de réussir à peu près sa vie, enfin de s'en sortir, et puis les enfants victimes d'un cinglé, quoi. Voilà, la vie s'arrête et puis mais heureusement quelque part la police, la gendarmerie était assez réactive sur le coup. On n'a pas traîné à trouver le coupable. Mais en même temps, c'est parce qu'il y avait aussi pas mal d'éléments tout de suite. Peut-être ça la bonne raison. Donc voilà l'histoire. Voilà. Je n'en dis pas plus, vous pouvez vous renseigner sur cette affaire. Bon, désolé, c'est pas très très bien raconté. Mais
En gros, c'est vraiment une affaire qui a secoué le pays dans les années 70. Hein. Il se trouve que c'est l'avant-dernière personne à être guillotinée, l'avant-dernier guillotiné de France. Le premier sous Giscard, et je crois que c'est dans l'année 76 aussi, ou peut-être 78. Ensuite, qu'il y a eu les deux guillotinés suivants, les deux derniers. J'ai pas leur nom précisément. Et il y en avait quelques-uns pareils dans ces années-là qui ont échappé de peu à la guillotine, grâce à une défense de Badinter notamment. Je crois que c'est Patrick Henry, quelque chose comme ça, si je me trompe pas. Bon. Et en 81, ensuite 1981, Mitterrand passe au pouvoir et il fait abolir la peine de mort. Et c'est une de ses premières mesures. Donc l'abolition de la peine de mort, elle date de ça. Et Christian Ranucci, maintenant la question c'est, était-il innocent? Alors je vous donne mon avis, je vous le fais court. Il n'y a aucune chance qu'il soit innocent. Aucune chance. Il était repéré par plusieurs témoins. Tout coïncide. Le triste sort de cette histoire, c'est que le petit frère, vous voyez, dont j'ai oublié le nom malheureusement, je vais essayer de revoir. J'ai la page Wikipédia sous les yeux là. L'enlèvement. Ouais, il était 11h05. Jean-Baptiste Rambla, voilà, il s'appelle Jean-Baptiste Rambla. Et le père, c'est Pierre Rambla. La voiture, je vais vous dire, parce que j'ai la page, hein, c'est une Peugeot 304. Et effectivement... Ouais. Peugeot 304, ça c'était la voiture que... Un coupé 304 immatriculé gna gna gna. 06 à la fin le département. Bah non, ça devait être 13. 06. Pourquoi 06? Non, qu'est-ce que je raconte? Mais si, je crois que le département 06, c'est... Je crois que les derniers chiffres à l'époque, c'était le département, il me semble, non? Moi, je sais plus. Bref. Ça aurait dû être le 13, quoi. Bah, il n'était pas immatriculé dans le 13. Voilà, c'était l'affaire Rambla.